Mesdames et messieurs, il a été détenu pendant 4 mois par l'Agence nationale des renseignements. Il est sorti et aujourd'hui, il s'exprime sur ces 4 mois de détention, les raisons qui l'ont amené là-bas et comment il a vécu ces 4 mois, sa famille, ses amis, ses connaissances. Comment a-t-il pu survivre après ces 4 mois? Comment se sent-il? Mesdames et messieurs, je reçois pour vous, vous l'avez tant réclamé, il est avec nous, Monsieur Manix Ienda. Aujourd'hui, il est avec nous et il va nous raconter ce qui s'est passé réellement pendant ces 4 mois. Bonjour Monsieur Manix Ienda. Bonjour mon frère Dan Zeng. C'est un honneur pour moi d'être reçu encore une fois de plus sur ces sacrés plateaux de télévision entre le Ligne, Congo Buzz, une des chaînes qui continue à promouvoir les valeurs de la démocratie dans notre pays. Coup de chapeau pour la qualité et la dextérité de votre travail professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le soutien. Merci. On vous en prie, Monsieur Manix Ienda. Comment ça va? Comment la santé? La santé se porte en merveille. Je pense que le bon Dieu nous a fait sortir d'un bourbier de désespoir, c'est vrai. Je venais de faire un périple très 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 difficile. Mais bon, comme le bon Dieu est le Dieu de temps et des circonstances, la main de Dieu nous a secourus. Vous savez, les Saintes Écritures disent, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et vous souviendrez pour l'histoire de Joseph, il a été trahi, il a été vendu par ses frères, alors que ceux-là ne savaient pas qu'ils étaient en train de baliser un chemin royal pour Joseph. Et vous souviendrez encore pour l'histoire de Daniel, qui a été trahi par ses propres collègues, mais le Dieu de Daniel a pu fermer la gueule de lion. Et donc je suis très fier de témoigner la grandeur de mon Dieu qui a fermé la gueule de lion. Amen. Manix Ienda, comment s'est passé ton séjour à la NER? D'entre deux jeux, je voudrais d'abord poser le prélude. C'est des événements qui ont précédé d'abord mon arrestation, parce que de toute façon, j'ai été suspendu du parti dans lequel j'évoluais en tant que secrétaire national en charge de la communication et médias, porte-parole du parti. Et puis quelques temps plus tard, j'ai été exclu du parti. Je pense que les documents ont été médiatisés et il a fallu un petit moment de réagir afin de rendre le compte à tous ces Congolais qui me font confiance, justifier le contexte de ces suspensions, tout comme exclusion. Et c'est comme ça que j'avais projeté une activité afin d'organiser effectivement une conférence de presse dénommée Discours des vérités, parce qu'il fallait quand même expliquer au peuple, expliquer aux Congolais le pourquoi de ma suspension du parti. Malheureusement, Dieu voulant ou Dieu organisant ce chose, je n'ai pas pu organiser cette conférence de presse parce que j'ai été retenu par le service à 30 minutes avant la tenue même de la dite conférence de presse. Mais bon, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il faudrait d'ailleurs noter ici, c'est que à un certain moment, nous avions eu une certaine dichotomie de philosophie entre moi en tant qu'acteur politique avec la philosophie des dirigeants du parti. Vous savez, lorsque nous évoluons dans un parti, c'est parce que nous avions accepté de faire cette concession politique, cette convention politique qu'on appelle l'acte d'adhésion. Et lorsqu'on vient adhérer à un parti, effectivement, on adhère à une idéologie, à un certain nombre de valeurs, des credos, des principes que nous considérons comme le leitmotiv et la raison de notre engagement au sein d'un parti politique. Mais malheureusement, au fil du temps, je me suis rendu compte, l'une de grandes valeurs que je considère comme des marbres, une valeur intransigeante pour moi, le nationalisme politique, cette valeur a été outragée dans le fonctionnement du parti ou encore dans le comportement de ceux qui sont placés à la tête du parti. Il y a eu un moment, vous le savez, lorsque le président
Paul Kagame avait tenu des propos discourtois à l'égard du président Tshisekedi. Il a invectivé, il a même remis en cause la légitimité électorale de M. Tshisekedi. Il y a eu un vent de solidarité nationale. Il y a eu un vent du nationalisme politique et national. Et moi, je m'étais accroché de manière indélébile à cette valeur parce que je prône le nationalisme républicain. Il m'a fallu, en tant qu'acteur politique, de réagir. J'ai réagi contre le propos de M. Paul Kagame et de surcroît, il y avait même une vidéo virale d'un jeune Rwandais qui invectivait sur toute la population congolaise. Et j'ai fustigé ce genre de comportement et j'ai même traité M. Kagame comme un tyran parce que Kagame, au-delà de tout, n'a pas de leçon à donner ni au Congo, ni au président congolais parce que Kagame ne connaît pas ce que c'est la démocratie, c'est un monarque absolu, c'est un tyran. Et le peuple rwandais, c'est pratiquement le peuple le plus traumatisé du monde, le peuple le plus asphyxié. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, le droit d'un peuple que pouvait détenir le peuple rwandais, ces peuples-là n'en a pas. Pourquoi? Parce que c'est les dictateurs qui continuent de régner à la tête de la République rwandaise. Et j'ai appelé effectivement la population congolaise à une mobilisation générale. Et j'ai même rappelé à notre obligation en tant que citoyen de s'attacher aux valeurs de solidarité nationale. Et enfin, j'ai invité les acteurs politiques de tous bords, de toutes tendances. J'ai fait appel à Joseph Kabila, à Martin Fayulu, à Moïse Katumbi, à Matata, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Mouzi, tout le reste, à s'accrocher de manière nationaliste aux côtés du président de la République parce que l'ennemi à ces stades, l'ennemi a été déjà identifié. Il s'agit du Rwanda, l'État agresseur, et donc au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà même de nos ségrégations politiciennes, nous devons considérer l'ennemi comme un ennemi commun. Et j'ai même donné l'exemple d'Emmanuel Macron en France lors de la barbarie du terrorisme. Macron a fait appel à François Hollande, un ancien président de la République. Il a fait appel à Nicolas Sarkozy pour traiter sur les questions d'État. Parce que la plus grande valeur de la nation, c'est les vouloir vivre collectif. Et donc, mon souhait le plus ardent, c'était celui de voir Joseph Kabila aux côtés de Tshisekedi, Martin Fayulu, Matata, Katumbi, tout le reste, aux côtés de Tshisekedi, pour réfléchir nation, pour réfléchir État. Et bien, malheureusement, c'est ces discours-là qui m'a coûté toute une exclusion au parti, simplement parce que, d'après le parti, je n'étais pas dans le registre idéologique du parti. Quoi de plus normal que je sois chassé et je devrais effectivement m'expliquer devant le peuple pour rendre le compte, au nom du principe de la redevabilité, par rapport à ce qui m'a été arrivé. C'est justement pour ça que le LGD vous a exclu. Effectivement, c'était pour ça. Et d'ailleurs, lorsque on m'a suspendu, j'ai exprimé mes droits auprès des dirigeants du parti et je les ai fait comprendre qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Tu voulais que... Parce que vous ne pouvez pas suspendre un haut cadre, avec ma qualité de secrétaire national en charge de la communication du parti, sans pour autant me notifier au préalable. Je n'ai pas été notifié. J'ai vu ma lettre de suspension dans le groupe WhatsApp des cadres du parti. Pire encore, j'ai été suspendu, signé par le secrétaire général du parti. Monsieur Franklin Tchamada. J'ai été suspendu sans créer une commission disciplinaire afin d'établir sur le comportement que vous reprochez à charge du cadre que vous voulez suspendre. Cela n'a pas été fait. Encore que j'ai été suspendu sans que la réunion du bureau politique soit convoquée. Pire encore, la suspension, c'est une décision disciplinaire ayant une valeur administrative interne, mais à ma grande surprise, cette décision interne a été exposée en lieu public. Et donc, c'était quand même important et légitime pour moi de pouvoir réclamer. Et lorsque j'ai réclamé, j'ai même rappelé au président national que pourquoi
pour ce qui vous concerne, vos problèmes et entrer avec l'affaire Boukangalonzo devant les instances judiciaires, nous nous battons effectivement pour le respect des procédures. Mais pourquoi à moi, vous me suspendez sans pour autant respecter les procédures? Est-ce cela le leadership et la gouvernance que nous prenons au sein du parti? Et donc, il ne fallait pas, encore une fois de plus, réclamer ne serait-ce que mes droits. Après avoir réclamé de cette manière-là, 3 jours après, de la suspension à l'exclusion. Et le seul motif qu'on a mis dans l'exclusion, manquement à la hiérarchie. C'est-à-dire le fait pour moi de réclamer mes droits, de réclamer respect des procédures dans ma suspension, ça a été considéré comme un manquement à la hiérarchie. Voilà pourquoi j'ai été exclu du parti. Pire encore. Oui, allez-y. Pire encore, j'ai été nommé en tant que secrétaire national en charge de la communication et médias par le président national du parti. Mais ce qui est curieux, la lettre ou cette décision sur mon exclusion définitive du parti, c'est le secrétaire général qui la signe. Alors je me demande où est la théorie de l'acte contraire, le principe des parallélismes de forme et des compétences. Ouais. N'est-ce pas que c'est l'autorité qui nomme, qui doit révoquer? Encore une fois, ça a été une forme de conspiration et des complots contre un grand soldat du parti, quelqu'un qui a accepté de mouiller son maillot pour rayonner les couleurs de notre drapeau du parti, mais malheureusement, c'est le premier soldat qui a été tiré par ses propres collègues. C'est cela la vie, c'est cela la nature. On fait avec, c'est ça le combat d'un homme. On continue. Et moi, je continue mon combat parce que je suis fier de faire mon combat tête haute sans pour autant compromettre mes valeurs républicaines. Donc, c'est ça qui allait faire l'objet de votre point de presse du vérité. Effectivement. Tout ça. Effectivement. Donc, je comptais vraiment tabler sur cette question. Vous savez, mon frère Dan, très souvent, nous, le jeune, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Nous sommes victimes de ce que moi, je considère comme le jugement populaire de l'opinion. L'opinion nous condamne très facilement, alors que nous qui vivons dans l'intérieur, nous subissons beaucoup de choses. Nous subissons des injustices, des brimades, des blâmes, des inégalités, des traitements qui ne correspondent même pas à la qualité de notre service rendu au niveau du parti. Les jeunes sont considérés dans des partis politiques comme des enfants de l'école, comme des chaises publiques sur lesquelles tout le monde peut s'asseoir. Les jeunes sont considérés comme des échelles, comme des escaliers pour que les acteurs politiques montent. Lorsqu'on organise des activités, lorsqu'on fait des marches, des descentes, lorsqu'on se déploie sur terrain pour faire la communication afin de présenter les paradigmes du parti, ce ne sont pas les présidents nationaux du parti qui le font. Ce sont les jeunes. C'est nous qui prenons le risque. C'est nous qui prenons les intelligences de nos leaders à la tête et nous faisons descendre cette intelligence au niveau du peuple pour que le message soit compris. C'est nous qui faisons le grand travail. Mais malheureusement, on nous traite comme des enfants de l'écodime, de gens qui n'ont même pas droit à la dignité et au respect. Moi, je dis non, parce que ma valeur, ma dignité, je ne le transige pas. Est-ce que Manik Sienda, est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir soutenu Matata Ponyo? Ben, je ne peux pas dire que je regrette. Mais seulement, mon seul regret, c'est les derniers instants. Je ne pouvais pas imaginer un jour que je pouvais quitter un parti politique légalement inscrit dans mon pays, un parti qui a bénéficié de l'agrément des institutions de la République à cause du principe du nationalisme. Je ne pouvais pas imaginer. Je pensais que tout le parti politique, peu importe les tendances, peu importe le bord, que nous pouvons avoir des valeurs communes et que le Congo pouvait être considéré comme les dénominateurs communs de toutes les tendances politiques. Mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres partis qui constituent la pesanteur, des partis qui tirent les pays vers le bas, des partis qui, d'après eux, faire l'opposition, c'est pratiquement vouloir le malheur de ceux-là qui gèrent le pays. De gens qui ne voient que le noir, qui ne voient que la négativité. Alors que pour moi, faire l'opposition, c'est effectivement proposer des paradigmes de gestion contrairement au modèle de gestion tel que proposé par ceux qui détiennent le bâton de commandement. D'où
une opposition de gouvernance, l'opposition agricole, l'opposition écologique, l'opposition diplomatique, l'opposition sur l'énergie, l'opposition sociale, l'opposition éducative, une opposition des contenus et non une opposition. Effectivement, la contre-opposition, mais sinon on se poserait la question, en quoi on s'oppose à ceux-là qui gèrent le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on s'oppose à la taille du président? Est-ce qu'on s'oppose à la famille du président? Est-ce qu'on s'oppose aux vêtements du président? Ou on s'oppose aux gouvernances de Tshisekedi telles que proposées, et nous devons en tant qu'opposants faire le contrepoids en proposant le paradigme contraire. Telle est ma logique en tant qu'opposant. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas pour le parti autant politique de l'opposition, pareil pour le parti membre de la majorité présidentielle qui adhère à une vision qui n'existe pas. Manik Sienda, sais-tu qui est derrière ton arrestation? Le plus important, mon frère, ce n'est pas de vous dire qui était derrière mon arrestation. Vous savez, s'il y a un sentiment dans l'homme, le sentiment le plus idiot dans l'homme, c'est la colère. Quand vous avez de la colère, vous voulez faire du mal à quelqu'un, très souvent, on ne réfléchit pas. On se dit, ok, on veut le tuer, on veut le clouer, on veut arrêter son aura. On ne réfléchit pas. Mais très souvent, les gens oublient que de la même manière que le ciel et la terre se séparent, c'est de la même manière que la pensée des hommes se sépare de celle des dieux. Je vous ai parlé de Joseph. Ceux-là qui ont traduit Joseph vers les instances pénitentiaires ne savaient pas qu'ils étaient en train de baliser le chemin au royal. C'est ça l'intelligence des dieux. Et donc pour moi, je ne peux pas en vouloir à tous ces gens qui ont fait l'objet de la conspiration, du complot contre moi, parce que je pense que ces gens-là ont été utilisés par Dieu pour frayer un chemin. Et le chemin effrayé, c'est le chemin de la grandeur, c'est le chemin de la victoire, peu importe Torozoa et Longa. Peu importe le temps. Pour le moment, on ne connaît pas encore quelle posture va adopter Manik Sienda. Il va rester dans l'opposition, il va choisir d'aller à l'Union sacrée de la nation. On ne connaît pas encore la posture de Manik Sienda. Mais restons d'abord sous ta détention de quelques mois. Parle-nous un peu des conditions. Je reviens beaucoup plus souvent sur cette question, tout en mettant de côté les questions les plus sensibles, parce que, vous savez, l'Agence nationale des renseignements, c'est quand même un service d'intelligence, c'est un service de sécurité. Et donc, je ne suis pas habilité à pouvoir mettre à la place publique certains détails par rapport au traitement du dossier. Ça ne relève pas, surtout pas de la responsabilité d'un homme d'État que je suis. Jean-Pierre Bemba, vous le savez, il a fait pratiquement 10 ans dans les géoles de la Cour pénale internationale, mais après 10 ans, Jean-Pierre Bemba ne s'est jamais expliqué pour vous dire ce qui s'est passé réellement. Dans la cuisine de la CPI, il ne l'a jamais fait. Et c'est ça, un homme d'État. Pourtant, il a beaucoup de choses à dire. Vital Kamerhe, il a été condamné, il a fait la prison. Après la prison, il n'était pas obligé de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est ça la posture d'un homme d'État. Et je pense que moi, je m'inscris dans cette logique-là. Et si peut-être que vous voulez quelques informations, peut-être de manière survolée, peut-être en rapport avec le propos du président de la République qui parlait autrefois de la fermeture de cachots ou encore de l'ANR humanisé. Peut-être c'est en cela que je pouvais émettre un petit point de vue de manière ramassée. Donc là, c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui. L'ANR est humanisé. La plupart des cachots qui étaient des cachots qui n'étaient pas connus de tous, officieux, sont, on peut dire, fermés, qui n'existent pas. Je pense qu'il faudrait d'abord faire une démarcation entre le propos du président Tshisekedi sur la fermeture de cachots et la compréhension du peuple congolais par rapport à ce propos. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris ou l'ont pris au premier degré. Lorsque le président disait qu'il va fermer le cachot de l'ANR, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y aurait aucun cachot dans le service de renseignement. Parce qu'il n'existe nulle part au monde où il y a des services de renseignement sans cellule de détention. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans la logique du président de la République, il voulait peut-être mettre fin à l'hémorragie autour de la prolifération
des cachots parallèles. Vous savez, à l'époque, il y avait des cachots non identifiés, des cachots officieux, il y avait des containers, des maisons inachevées dans lesquelles on coffrait certains Congolais, et ce qui n'est pas bon. Et je pense que le président de la République a dit non à ça. Mais le seul cachot officiel, c'est celui qui est reconnu par le service et de manière officielle, et ces cachots existent. C'est ces cachots dans lesquels moi j'ai été détenu comme un détenu au sein de l'ANR. Et je peux vous le rassurer que les cachots sont vraiment fermés. Parce que la première observation que j'avais faite, une fois arrivé au niveau de l'ANR, j'ai remarqué une sorte de synchronisation de politique de détention, c'est-à-dire même les cachots relais qu'il y a au niveau de province, quand on vous arrête et que si votre dossier relève une dimension à portée nationale, on vous transfère de la province vers Kinshasa dans un cachot unique. Et c'est ça, synchroniser le système de détention. Et je pense que c'est ce que j'ai vu et ce qui justifie effectivement les fermetures de cachots telles que dites par les allégations du président de la République. Deuxièmement, le président a parlé de l'ANR humanisé, mais aussi de l'ANR qui va utiliser une répression précédée par des méthodes pédagogiques. À chacun de tirer une conclusion, mais moi, par rapport à ce que j'ai vécu, et c'est ce que je voulais même vous étaler, à chacun de tirer la conclusion si réellement il s'agissait effectivement de l'humanisme au sein du service des renseignements. Pourquoi? Parce qu'une fois moi, j'ai été arrêté. D'abord, la première des choses, je n'ai pas été torturé. Vos droits ont été respectés. Je n'ai pas été torturé. On m'a amené, le jour qu'on m'avait pris, on m'a amené vers une des directions ici à Kinshasa. Et après, on m'a ramené vers le lieu de détention. On ne m'a pas frappé. On a commencé par dresser le PV des saisies pour enregistrer tous mes biens que j'avais. Et cela a été fait. Et quelques jours après, c'était un PV d'audition pour m'entendre par rapport à ce qui faisait l'objet de mon arrestation. Encore une fois, je rappelle, ce qui faisait l'objet de mon arrestation, c'était une vidéo qui a été à la portée du service, une vidéo dans laquelle j'ai critiqué l'institution président de la République. Et je pense que... Vous ne pouvez pas redire ces paroles-là ici. Et bon, en fait, ce qui est sûr, il y a eu conspiration, je vous ai dit, il y a eu complot. Et les gens qui voudraient me mettre dans une situation de difficulté se sont servis de cette vidéo pour que le service tombe dessus et que je sois arrêté. Vous avez quand même une idée de cette équipe, il peut s'agir, mais il ne faut pas le dire. Moi, ça importe peu. Le nom de gens, ça importe peu. Je vous ai dit, les sentiments de l'homme le plus idiot, c'est la colère, c'est la haine. Et donc, ça ne me concerne pas. Dieu sait pourquoi il a voulu que les choses se passent de cette manière-là. Alors, lorsque j'ai été transmis au niveau de cachot de détention, je vous ai dit, je n'ai pas été torturé. Une semaine après, on a accordé la visite à ma femme. Et ma femme venait pratiquement tout le 3 jours de la semaine. Elle pouvait venir même tout le jour de la semaine, mais vu la distance de la maison et de là où j'ai été retenu, et encore qu'il y a certains besoins familiaux, il y a l'enfant, il y a d'autres courses, ma femme travaille et tout le reste. Alors j'avais établi un horaire avec ma femme de venir 3 fois la semaine, pourvu de m'amener quelques petits trucs à manger et avoir quelques nouvelles par rapport à ma famille. Et on m'accordait le droit de voir ma femme, de parler pendant 20 ou 25 ou 30 minutes, et puis après, elle partait. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'on vivait, mais en sus de la nourriture que ma femme m'apportait, les services aussi donnaient la nourriture à tous les détenus. Convenablement. Convenablement, on donnait le riz, soit les haricots, ou soit le poisson, le foufou, les légumes. Encore que il y avait un service sanitaire qui était d'attache, c'est-à-dire il y avait un médecin disponible qui enregistrait d'abord toutes les catégories des personnes soumises à un régime alimentaire avéré. Par exemple, des gens qui souffrent de la tension, c'est des gens qui ne peuvent pas manger avec sel. Et donc, ils mangeaient des nourritures sans sel. Il y avait de ceux-là qui ne mangeaient pas le foufou ni le riz.
Et il y avait des moyens qui étaient organisés, notamment la Chikwang, etc., pour que ces gens-là mangent afin de maintenir quand même leur état de santé. Et au-delà de cela, chaque matin, on avait droit à un pain et une petite quantité de sucre qu'on donnait pour chaque cellule. Et chaque matin, on prenait le thé, on mangeait le pain, et puis la nourriture de l'ANR. Et au-delà de ça, c'est que nos femmes nous apportaient comme nourriture. Je pense que ça nous aidait quand même à tenir pendant la journée et pendant la semaine. Encore un autre détail. Oui. Ça, je n'aime pas dire parce que beaucoup de gens pensent que je suis trop excessif lorsque je le dis. Mais je le dis quand même sur votre plateau. Moi, la nourriture que ma femme m'amenait, je les mettais dans un congélateur. Ouais, dans un congélateur. Il y a un réfrigérateur au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine, pour le détenu, il y a un congélateur. Et lorsqu'on vous amène la nourriture, on avait le droit de congeler nos nourritures pour me permettre de manger pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et il y avait aussi du feu pour chauffer à chaque fois que tu auras besoin de manger ta nourriture. Je mettais aussi le sucré. Ma femme m'amenait le sucré. Elle m'amenait de l'eau en bouteille. Donc c'était dans ces conditions-là. J'avais un peu de lait, etc. Et donc on était vraiment dans ces conditions-là. Parce que si la répression ou la détention au niveau de l'ANR a été trop drastique, je ne pense pas qu'on pouvait accorder à nos femmes le droit de nous apporter toutes les nourritures. Et je ne pense même pas que le service devrait disponibiliser des conditions moyennement favorables, tant sur le plan de la santé que sur le plan de la nourriture, au bénéfice des détenus. Et donc, je pense que... Les conditions sont... Humainement favorables. Humainement favorables. La torture n'a pas été physique, mais plutôt morale. Parce que votre famille vous manquait. Effectivement. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de torture. Mais seulement, je nuance, la torture n'était pas physique. C'était une torture morale parce que rester dans un endroit pendant 4 mois, ça fait quand même très mal. Et votre famille sans voir votre famille, votre enfant, et ça faisait quand même très mal. Vos frères, vos sœurs. Oui, moi, je n'avais droit qu'à une seule visite, ma femme. Et lorsqu'on vous accorde une visite, soit c'est 2 ou 3, mais moi, j'avais choisi que seule ma femme pourrait avoir le droit de me rendre visite. Et c'est comme ça que ça se passait. D'accord, Manik Sienda, on comprend que les services se sont suffisamment humanisés, que vous avez été dans des bonnes conditions. Quand même, le minimum ne manquait pas. Les minimums étaient quand même rassurés, mais aussi au niveau du traitement de dossiers, je l'ai dit, la répression précédée par des méthodes pédagogiques. Il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup d'auditions avec les OPJ, pour mesurer la portée des propos que j'avais tenus. Et j'avais vraiment apprécié ces moments de change, par moments où on venait, on vous posait la question, c'est quoi l'institution président de la République, d'après vous? Comment vous voyez le pays? Comment vous concevez les choses? J'avais aimé ces moments d'échange parce que ça m'a permis de justifier les discours que j'avais tenus sur un plateau d'une émission, un plateau de télévision, et ces discours qui a été pris comme un outrage au président de la République. Alors que j'ai même rappelé à ce gens-là qui étaient dans ces services d'interrogation que je suis licencié en droit, porteur d'un diplôme de droit, je suis chercheur en droit public et spécialiste sur les questions de droit constitutionnel. Je sais ce que c'est l'institution président de la République. Je sais les valeurs de la sacralité qui s'y attachent. Et donc, je ne pouvais pas traiter ainsi le président de la République. Encore une fois, j'ai rappelé au service que mes propos ont été pris dans un sens beaucoup plus déplacé. Et donc, c'était pris au premier degré, alors que ce que je voulais dire, ce n'était pas exactement ça. Et je pense que le service a pris le soin de vous écouter, de m'écouter, d'analyser, parce que dans le service, il y a plusieurs départements. Il y a le département d'analyse, il y a les départements d'investigation, il y a le service d'opération, il y a les services pénitentiaires, et je crois que le dossier a été traité minutieusement, tout en respectant cette chaîne. J'aimerais te poser une question. Beaucoup de Congolais, beaucoup d'hommes politiques qui connaissent la classe, qui connaissent le fonctionnement de la classe politique, qui te connaissent depuis très longtemps. Moi, personnellement, je te connais depuis très longtemps. Manix, tu étais chez Laurent Batumona. C'est là où moi j'étais connu. Après, tu es allé chez Monsieur Gulando. Tu as commencé à travailler un peu avec lui. Après, tu as été, comment il s'appelle, Dieudonné Nkishi.
Après un moment, tu as été chez Matata. Alors, beaucoup de gens te traitent de transhumant, d'une personne qui quitte, qui traverse des partis politiques. Que leur répondrez-vous à quelle est votre réponse par rapport à ça, Manik Sienda? Je pense que... Est-ce qu'ils ont tort, ils ont raison? Bon, je ne peux pas leur donner tort, tout comme raison. Aussi longtemps que la liberté d'expression est considérée comme une valeur cardinale dans un régime démocratique, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. La démocratie est une denrée comestible pour le peuple, et ces repas démocratiques est composé par des ingrédients de base qu'on appelle la tolérance, le respect de point de vue de l'autre, le respect mutuel, l'amour de la patrie, la considération de l'autre, l'amour pour le citoyen. Et c'est cela, en fait, les valeurs qui fondent notre démocratie. Et de ce fait, je ne peux pas en vouloir qui que ce soit qui émet librement son point de vue sur moi. Mais il faudrait parler vrai et parler bien. D'ailleurs, c'est que beaucoup de gens sont en train de te reprocher, même quand on voit sur les réseaux sociaux, chaque fois que tu postes un tweet, on te renvoie un ancien tweet. Non, mais justement, je vous ai parlé d'un jugement populaire le plus facile. C'est les réseaux sociaux. L'opinion condamne très facilement. Les réseaux sociaux condamnent très facilement. Mais c'est nous qui vivons. Vous savez, dans l'histoire d'un pays, il y a de ceux qui regardent le pays et il y a de ceux qui agissent pour le progrès du pays. Moi, je ne suis pas un citoyen passif. Observateur. Je ne suis pas un citoyen observateur. Je suis un citoyen actif. Et ceux qui me jugent, ce ne sont pas les actifs au sein du microcosme politique. Passif. Ce sont de passifs, de gens qui nous regardent sans pour autant savoir le méandre qu'il y a autour de la réalité politique. C'est en cela que je le comprends et je ne peux pas les en vouloir. C'est tout à fait normal. Mais je vous ai dit, parlons bien et parlons vrai. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On parle de la transhumance. On parle de l'instabilité. On parle de l'inconstance. Voilà. Certains utilisent même le terme le plus creux, le prostitué politique. J'en veux bien. Ça, c'est assez fort. Mais qu'est-ce qui transhume? Est-ce le physique de Manix ou les idées de Manix? Commençons par là. Qu'est-ce qui transhume? Je vous donne 2 ou 3 exemples. Comment vous pouvez imaginer que vous êtes dans un parti politique dont les valeurs et principes sont définis et consacrés dans les statuts et règlements intérieurs qui organisent les partis, mais les présidents nationaux transforment le parti en un groupe tribal, ethnico-tribal, ou transforment le parti en un bien familial. Les partis deviennent une dynastie. Pourtant, vous avez adhéré aux valeurs, à la vision, aux principes qui dirigent ou qui sont censés diriger les partis. Question. Demeurez-vous dans un tel parti où vous allez effectivement vous émanciper à pouvoir prendre votre direction qui correspond avec vos valeurs en tant qu'acteur politique. Un autre fait. Je suis dans un parti politique qui me reproche le fait d'avoir défendu la République. Le fait d'avoir défendu la République, le fait d'avoir réagi à l'égard d'un pays agresseur à mon pays, on m'exclut du parti. Voulez-vous que je reste dans un tel parti? Maintenant, entre moi et ceux qui compromettent aux valeurs sacrées de la République, qui transhume? Qui transhume? Voilà. C'est ça le jugement facile. Encore une fois. On te condamne sans aller dans la profondeur de la question. Ce sont des passifs. Ce sont des observateurs qui condamnent. Mais nous vivons autre chose. Nous vivons autre réalité. Nous vivons autre chose. Il y a des gens qui vont plus loin en insultant. C'est un jeune opportuniste. Il cherche le travail. Certains m'insultent même. Regardez-moi ces malheureux piétons. C'est comme si les citoyens congolais qui n'ont pas de véhicules ou qui marchent à pied
n'ont pas droit à la dignité et au respect. Oui, je suis piéton, mais je suis fier de l'être. Si je n'ai pas de véhicule, est-ce que cela peut faire l'objet des insultes ou des attaques? Encore une fois, la méchanceté est le seul sentiment le plus idiot dans la vie d'un être humain. Vous voyez comment la méchanceté peut pousser les gens à réfléchir au bas de l'échelle. Aujourd'hui, le fait de manquer du travail devient une insulte. On m'insulte chômeur, il n'a pas d'emploi. C'est-à-dire tous les Congolais qui n'ont pas d'emploi n'ont pas droit à la dignité et au respect. Vous imaginez? Vous avez parlé de Guy Luando. Guy Luando n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vous avez parlé de Laurent Batumuna. Laurent Batumuna n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vous avez parlé de Matata. Matata n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est-à-dire, si c'était autour de l'argent que je visais, je pouvais préférer de rester avec ces gens pourvu que j'aie une petite voiture et de l'argent pour nourrir ma famille. Mais lorsque je prends le courage de dire non à là où il y a de l'argent, n'est-ce pas un acte de bravoure que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à poser? Je pouvais accepter tout autre traitement, je pouvais accepter tout ce qu'on pouvait donner. On pouvait me faire, mais pourvu que je sois à côté de ceux-là qui avaient beaucoup d'argent pour se retrouver. Mais moi, je préfère marcher à pied, mais tout en gardant ma dignité et mes valeurs. Le jeune, qu'est-ce que nous voulons? Le jeune, nous voulons en même temps une chose et son contraire. Nous voulons la constance sans en donner le contenu. Non, mais on parle de quelle constance? La constance, c'est la constance idéologique. C'est une constance des valeurs. C'est une constance des credos. L'adhésion à un parti, c'est une convention des volontés. Lorsqu'on adhère à un parti, je l'ai dit au prologue de mon intervention, on adhère aux idéaux politiques. Manick Siende est en bon terme avec tous ces anciens présidents des partis politiques. Mais bien sûr que oui. Guy Luando. Mais bien sûr que oui. Laurent Batumuna. Bien sûr que oui. Encore une fois, c'est cela en fait le très mauvais cliché politique que nous avions imprimé depuis un temps. La politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Tu sais que moi, depuis un temps d'ailleurs, et les gens le savent, je ne partageais pas un certain nombre de points de vue, du point de vue politique, avec mon frère et ami Christian Bossembe. Mais cela n'a pas arrêté notre fraternité. Mais vous vivez dans un parti où on te condamne parce que tu es proche à Christian Bossembe. Vous pouvez imaginer? Lequel des partis déjà? Non mais il y a deux partis comme ça. Parti dans lequel j'étais, ça fait partie des éléments qui ont conduit à ma suspension. Je vis dans un parti. Mon frère a été nommé par le président de la République. J'arrive à la maison de mon frère. Et ça pose un problème. Et pour ça, le parti me traite des traîtres, d'espions. Parce que d'après eux, je ne peux pas partager des moments avec les gens de l'autre bord. Et c'est ça la politique de ceux qui dirigent le pays ou les machines politiques de notre pays. C'est très décevant. Pourtant, Christian Bossembe, c'est un frère. Moi, j'ai connu Christian Bossembe à l'Équateur, à Mbandaka. À Mbandaka. À Mbandaka. Vous avez vécu ensemble? J'ai étudié avec Christian Bossembe. Je n'ai pas connu sur terre un ami comme Christian Bossembe. Vous avez grandi ensemble? On a grandi ensemble et on a fait des choses incroyables ensemble avec Christian Bossembe. J'ai passé de temps chez Christian Bossembe pendant 6 mois. C'est-à-dire, je dors sur le même lit. On mange ensemble. On part à l'école le matin. Le soir, on rentre. On dort ensemble dans une même maison, chez les Bossembe. Paix à son âme, notre grande sœur que nous considérions comme notre maman, Christophe Bossembe. Quand je ne suis pas là, la grande sœur de Christian Bossembe m'appelait. Tu es où? Viens manger. Christian n'est pas que ami pour moi, c'est un frère. Mais même si sur le plan politique, on n'est pas sur le même longueur d'onde, mais la famille reste famille. Donc je ne vois pas pourquoi je peux me séparer de tels leaders et que ça devient un conflit. Non. On est divergent du point de vue politique, mais la famille reste la famille.
au-delà de nos points de vue, au-delà de nos divergences d'opinion, nous sommes frères et sœurs congolais. Nous avons le même sang. D'accord, Manik Siyinda. On va finir en une question d'actualité. Comment trouvez-vous comment jugez-vous c'est dont on reproche au pouvoir actuel par les 4 leaders de l'opposition, notamment l'incapacité de sécuriser toute la population, l'économie intenable, le social, vie chère. On prépare un chaos électoral. Parmi les chefs, parmi les accusations que fait cette opposition. Comment jugez-vous ces accusations? Il faudrait d'abord dire une chose sur le parti politique, parce qu'il s'agit des leaders des partis politiques. Vous savez, mon frère Dan, la démocratie congolaise a une certaine particularité. Et cette particularité est même cristallisée dans la loi fondamentale, la constitution de notre pays. Si vous lisez même les exposés de motifs, vous allez vous rendre compte que notre constitution a été créée pour que l'on donne la primeur au peuple. Elle a consacré les principes démocratiques. Cette constitution a rompu avec les systèmes des partis-États, l'unilatéralité de la pensée politique. Et la constitution a ouvert la brèche des compétitions politiques et électorales en créant une multitude de compétitions politiques, ce qu'on appelle le multipartisme, la pluralité politique. C'est comme cela que notre démocratie a beaucoup plus une connotation de particratie, c'est-à-dire une démocratie qui fonde sur l'existence de partis politiques. Ce qui voudrait dire un parti politique a un rôle très déterminant à jouer pour la consolidation des valeurs démocratiques, de la gouvernance de qualité, mais aussi à proposer des offres politiques de qualité à proposer au peuple. Parce que c'est le peuple qui valide la qualité des offres proposées par les différentes machines politiques, que ce soit de l'opposition ou que ce soit de la majorité. Mais mon constat le plus nauséabond, c'est que certains partis politiques, surtout ceux qui ont été créés pour des raisons électoralistes, ces partis sont considérés comme des toiles d'araignée dans une maison. Ils ont comme mission mettre de la saleté dans le processus électoral. Ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Raison pour laquelle ils se comportent comme des kamikazes électoraux. Ils boycottent tout. Ils disent non à tout. Et ils ne proposent rien. Lorsqu'on dit que le modèle économique, la gestion économique du pays ne marche pas, mais quels sont les paradigmes économiques proposés par les opposants? Vous savez qu'aujourd'hui, dans mon pays, il n'existe que 2 types d'activités organisées par les partis politiques. Si ce n'est pas le matinée politique, ce qu'on appelle matinée politique, une activité où il y a un individu qui se met devant, il dit 2 choses, et les autres répondent viva, viva, et puis après, il prend ses clics et claques et il s'en va. C'est ça, l'activité politique qu'on appelle matinée politique. Pas des séminaires de réflexion, pas des cadres d'analyse pour décrypter chaque secteur de la vie nationale. Deuxième activité, c'est les marches. On doit marcher, on doit protester, on doit résister. Et on doit dire non à ceux qui détiennent le bâton de commandement. Encore une fois, dans une marche, le seul organe du corps le plus actif dans une marche, c'est les jambes, c'est le pied. Et vous et moi, nous savons que le pied ne réfléchit pas. Les jambes ne réfléchissent pas. Et vous savez pourquoi Dieu a mis la tête au-dessus de tous les organes du corps? Parce que Dieu sait qu'avec la tête, on peut résoudre tout le problème de la vie. Le problème du Congo ne peut être résolu que par la tête, par le cerveau, et non par les jambes. Le jour où on apprendra à organiser les marches des cerveaux, les marches de tête, les marches d'intelligence, à créer des caucus de réflexion et d'analyse sur les questions d'État, ce serait le point de départ.
pour le changement substantiel de ces pays. Et donc, ce qu'est fait l'opposition aujourd'hui, moi je le considère, excusez-moi pour le thème, de la pacotille vide. C'est du pétard mouillé. C'est la politique de victimisation et de la diabolisation. En temps normal, il n'y a rien de concret. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a la responsabilité. Vous le voyez cumuler. De relever la penche. Oui, il peut. Un second mandat. Il peut, mais à condition. À condition que le jeune Congolais donne quitus. Qu'on ne vous trompe pas. La destinée politique de ce pays n'est pas entre les mains des acteurs politiques. Non. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse est la couche de la population la plus nombreuse. Nous représentons plus de 65%. C'est le jeune qui influence l'électorat congolais. C'est le jeune qui peut se décider sur celui qui deviendra président de la République. C'est le jeune qui peut investir la majorité parlementaire. La clé. La jeunesse. C'est à la jeunesse. Merci beaucoup Manik Sienda. C'est à moi de vous dire merci. Pour ce premier échange en tout cas. Nous espérons que 2023 proche, vous serez certainement candidat. On va avoir des très très belles émissions ici. Je suis, permettez-moi quand même de le dire, je suis député de la rue et je suis très fier de l'être. Pourquoi? Peut-être que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la rue. La rue, c'est une symbolique. La rue, c'est la base. La rue, c'est la population. La rue, c'est cette catégorie des Congolais délaissés, les Congolais opprimés, les Congolais faibles, le Congolais marginalisé. Et parmi ces Congolais, moi, Manix Iyenda, j'ai fait partie. Le piéton. Les sans-emploi. Et donc, je me suis engagé dans une dynamique pour défendre l'intérêt de mes semblables, l'intérêt de ceux qui n'ont pas droit au travail, l'intérêt de ceux-là qui font l'objet de l'injustice et de l'inégalité sociale. Et donc, je suis la voix des sans-voix et la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche. Les députés de la rue. Que je sois élu ou pas, mon combat demeure sacré. Je me battrai pour la rue. Il se battra toujours pour la rue. Son combat est sacré. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Manik Sienda qui signe son retour. Ici, c'est chez lui, sa maison. Vous l'avez entendu. Le président du CESAC, Christian Bossembe, c'est son frère, son ami d'enfance. Ils ont tout fait ensemble. Donc, les Bossembe, c'est pratiquement sa famille. Voilà, Manik Sienda de retour sur la scène médiatique de la RDC. Vous l'avez entendu. S'il vous plaît, faites des propositions, pas d'attaques, pas d'insultes sur nos réseaux sociaux. Il est là, c'est votre frère. Apportez des propositions et ainsi les choses iront mieux pour tous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve donc prochainement. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. À la prochaine.